Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si quelqu'un qui perdait la vue pourrait la retrouver? Aujourd'hui, on reçoit Dr Gilbert Bernier, qui est un chercheur en neurosciences et en biologie moléculaire. Ses principaux sujets de recherche, c'est justement la rétine. On va parler aussi de vieillissement neuronal et d'Alzheimer. Donc, suivez-nous pour cet épisode qui promet être vraiment intéressant. Bonjour, Dr Bernier. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, aujourd'hui, pour le public, on va parler de vieillissement neuronal, on va parler d'Alzheimer, mais aussi de la rétine où vous avez débuté vos études. Donc, est-ce que vous pourriez justement nous expliquer un petit peu vos sujets principaux de recherche dans votre laboratoire? Donc, actuellement, dans mon laboratoire, on a deux thèmes de recherche. Un volet, c'est, on appelle ça un programme de transplantation maculaire, donc avec la technologie des cellules souches pluripotentes ou embryonnaires humaines, on a été capable de générer l'équivalent d'une macula humaine, donc cette petite structure-là qui dégénère là, dans la dégénérescence maculaire associée à l'âge, mais aussi dans d'autres maladies neurodégénératives de la rétine. Donc, on est capable de faire l'équivalent de ça à partir de cellules souches. Et ce tissu-là, ben là, on l'a transplanté l'année dernière dans des modèles animaux, donc des porcs. Donc, on peut appeler ça une phase préclinique. Mm-hmm. Et là, donc, on essaie d'amener ça là, le plus rapidement possible vers la clinique où on pourrait finalement transplanter ou remplacer la macula perdue pour restaurer la vision centrale chez les patients. Mm. Donc, c'est très ambitieux. Oui, mais donc, ça, c'est un volet important de mon laboratoire. L'autre volet, c'est la compréhension des mécanismes de vieillissement du cerveau, principalement les neurones, et le lien avec la maladie d'Alzheimer, dont l'incidence augmente énormément en fonction de l'âge. Donc, c'est le premier facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge avancé. Ouais. Donc, ici, on a une intersection là, entre deux phénomènes, donc l'âge et cette maladie-là. Puis personne ne comprend vraiment pourquoi l'incidence de cette maladie-là augmente de façon très, très importante, presque proportionnellement en fonction de l'âge avancé. Mm-hmm. Donc, nous, c'est sur ça qu'on se penche dans le laboratoire. OK, on sait tous que ça augmente avec l'âge, mais on ne sait pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi. C'est ça. Donc, c'est ça votre but de découvrir la cause. Exactement. Donc, on travaille vraiment sur la cause plutôt que sur les conséquences. Les conséquences, c'est ce qu'on a déjà souvent entendu parler dans les journaux, donc les plaques amyloïdes, du phosphoto. D'ailleurs, le seul traitement là, qui fonctionne un petit peu, là, ce sont des anticorps monoclonaux qui sont injectés dans le sang circulant et qui ciblent les plaques amyloïdes dans le cerveau, donc, et qui semblent avoir des effets positifs là, chez certains patients, pas chez tous les patients. Mais nous, on pense que c'est plutôt une cause de la maladie, non pas une conséquence de la maladie, non pas sa cause intrinsèque. Donc, c'est sur ça qu'on travaille. Donc, on pourrait justement débuter par parler de la maladie d'Alzheimer, parce que c'est vaste, pas tout le monde le sait c'est quoi. Mais est-ce que pour monsieur, madame, tout le monde, comment vous expliqueriez la maladie d'Alzheimer, comment elle se manifeste? On sait tout qu'il y a des pertes de mémoire et tout ça, mais est-ce que vous voudriez juste nous en parler brièvement, là? Bien, donc, oui, on sait que ça va affecter au début la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Donc, les gens vont perdre leurs clés, ne se rappellent plus où on stationne leur voiture, on connaît tout. Et bien, c'est une maladie qui est progressive et qui affecte certaines aires du cerveau au début, l'hippocampe, les centres des émotions. Donc, on peut aussi voir des changements au niveau des émotions. Des gens vont être soit très émotifs ou agressifs. Donc, il y a des perturbations comme ça au début. Et ultimement, la maladie va évoluer, va affecter toutes les aires du cortex cérébral, le cortex qui contrôle toutes les fonctions cognitives. Et c'est une maladie dégénérative. Donc, il va y avoir ultimement une perte massive de neurones et la mort de la personne. L'espérance de vie, là, à peu près au diagnostic, c'est entre 5 et 8 ans, dépendamment c'est très variable, là, mais c'est à peu près ça. Et c'est distinct du vieillissement normal, donc c'est vraiment une maladie. Ce que j'ai déjà mentionné, c'est que
le premier facteur de risque, c'est l'âge avancé. Et dans toutes les sociétés occidentales, ben, les gens vivent de plus en plus longtemps. Oui, fait que c'est de plus en plus fréquent. Donc, ben oui, de facto, la fréquence augmente énormément. Aussi, l'incidence est beaucoup plus élevée chez les femmes, même si on fait des cohortes du même âge, ben beaucoup plus élevé. C'est à peu près 60-40 le ratio. Mais il y a aussi le fait que les femmes vivent quand même beaucoup, 4 à 5 ans plus longtemps en moyenne, l'espérance de vie maximale chez les femmes. Ça fait que dans les centres, pour les gens qui souffrent de maladie d'Alzheimer, on a une surreprésentation complète là, des femmes. C'est à peu près 9 femmes pour un homme. Et c'est une maladie qui est incurable et pour laquelle il n'y a aucun traitement efficace. Non, c'est ça. Il n'y a pas de traitement. Puis comment, par exemple, dans votre laboratoire, comment on étudie justement le vieillissement neuronal? Qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau? Quand les gens... Est-ce qu'on sait, chez les gens qui ont la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe avec nous? On a parlé des plaques amyloïdes, tout ça, qui est la conséquence, mais on sait-tu pourquoi ça fait ça? Bien, l'étude du vieillissement, c'est un thème très large. Il y a beaucoup de laboratoires dans le monde qui travaillent sur les mécanismes de vieillissement cellulaire. On sait qu'il y a deux moteurs en arrière du vieillissement des cellules, de toutes les cellules de notre corps. C'est l'accumulation de dommages à l'ADN. Donc, il va y avoir des dommages qui s'accumulent. Et l'autre, un thème qui est plus nouveau, mais qui date peut-être d'une quinzaine d'années, c'est l'altération de l'épigénome. Donc, l'épigénome, c'est un peu le code ou... c'est ça. C'est le code de lecture de notre génome. Et ce qu'on voit, c'est que le code devient moins... il est plus flou, il est moins efficace. Et donc, on voit une dérive de l'épigénome. Et ça c'est aussi une composante très, très importante du vieillissement cellulaire. Donc, ces deux phénomènes-là ne sont pas indépendants, sont interreliés. C'est aussi ce qui a été découvert depuis quelques années. Ils sont mutuellement interdépendants. Et ces deux phénomènes-là sont vraiment les moteurs du vieillissement des cellules et ultimement des organes et de tout l'organisme. OK. Puis quand on parle, juste pour les gens en général, donc l'épigénétique, c'est ça, on a tous nos gènes, mais deux personnes avec les mêmes gènes pourraient exprimer des maladies différentes. Puis ça, c'est en lien avec l'épigénétique. Et donc, qui est un peu, justement, comme vous l'avez dit, comment on va lire les gènes. Exactement. Puis ça, c'est influencé, par exemple, par le stress, l'exercice, la nutrition, notre environnement. C'est bien ça? Oui, bien, à la base, l'épigénomique, qui est plutôt le terme associé au vieillissement, c'est aussi un phénomène normal. Donc, c'est ce qui permet le développement embryonnaire. Donc, tout ça, c'est régulé par le code épigénétique ou épigénomique. Toutes nos cellules sont identiques à la base, ont la même séquence d'ADN, mais pourquoi un orteil ressemble à un orteil et un nez à un nez? Essentiellement, c'est le programme épigénomique qui lit le code et qui dit aux cellules leur devenir. Donc, ça fait que les neurones sont des neurones et les cellules musculaires sont des cellules musculaires, mais à la base, si on prend des neurones et des cellules musculaires puis on séquence l'ADN d'une personne, sont identiques, sont 100% identiques. C'est seulement ce qui va faire que dans les neurones, il y a un groupe de gènes qui vont être activés, donc des gènes qui sont neurospécifiques, puis plein d'autres gènes qui vont être supprimés ou inactivés, les gènes qui sont normalement exprimés dans les muscles, par exemple, et vice-versa. Dans les muscles, les gènes neuronaux vont être supprimés et les gènes musculaires vont être activés. Donc, la séquence est toujours la même, mais le code, lui, l'activation de ces gènes-là est différentielle. Puis comment la cellule C, elle devient... Qu'est-ce qui fait que la cellule elle va devenir un neurone ou un muscle? C'est extrêmement compliqué. C'est associé au développement embryonnaire. Il y a beaucoup d'études en ce moment, juste même essayer de comprendre comment les cellules se parlent pour être capable de former un organe. Donc. Et on le voit avec des modèles. Si on prend des cellules souches embryonnaires humaines, puis on met certaines molécules, ce qu'on voit, c'est de l'organogenèse spontanée. Donc, si on force les cellules à devenir, par exemple, du cerveau, on est capable de... Toutes les cellules vont former un petit cerveau qui va flotter dans le pétri. Donc, ils se parlent entre elles par des mécanismes extrêmement complexes qui ne sont pas encore compris, mais c'est des mécanismes épigénomiques, essentiellement. OK. Et donc, l'organogenèse permet la formation de tous les organes individuels, mais ça veut dire que les cellules
se parlent entre elles et sont capables de coopérer pour former un organe. Ouais. Mais comment on force, par exemple, une cellule à devenir... Est-ce que c'est par des molécules qui... Comment, dans un pétri, par exemple, on dit « Ah, OK, là, on veut que ça devienne un neurone, par exemple? » Ben, non, on va prendre des cellules qui sont pluripotentes. Techniquement, elles peuvent générer n'importe quelle cellule de l'organisme. Puis, on va leur donner des messages qui sont essentiellement basés sur les découvertes qui ont été faites en embryologie du développement. Donc, soit avec des grenouilles, des souris. Donc, tout ça, c'est étudié depuis, je ne sais pas, 40, 50 ans. Il y a beaucoup de travail qui a été fait pour comprendre les cues des molécules qui induisent ou qui répriment certaines voies de développement. Donc, on va exposer ces cellules-là à certains signaux. Ça peut être des facteurs de croissance, des molécules recombinantes. Et en général, ça va instruire les cellules à devenir telle ou telle chose, comme par exemple des neurones. Et dans certaines conditions, si on garde exactement les mêmes conditions, mais on met d'autres molécules, on force les cellules à se détacher puis à faire des boules. On voit qu'il y a organogenèse spontanée. On va former un mini-cerveau ou même des mini-rétines qui vont flotter dans le pétri. Mais après, on comprend donc comment on peut stimuler les cellules ou les instruire à devenir ça, mais on ne comprend pas encore comment les cellules le font. Okay, on est loin de... On sait comment, mais on sait... Ouais, on sait comment allumer le signal, mais à partir de ce moment-là, il n'y a personne qui comprend encore comment les cellules s'organisent et forment un organe ils communiquent entre elles. Il y a beaucoup d'études en ce moment qui essaient d'élucider ça. Comment on explique qu'on ne sache pas, qu'on ne puisse pas étudier comment ça se passe? Ben, on l'étudie, c'est juste c'est très complexe. Okay. Souvent, c'est facile d'étudier un groupe de cellules homogènes ou une cellule, mais quand on aurait plein de cellules qui se parlent entre elles, puis ça devient extrêmement complexe. À étudier, oui. Oui, c'est ça. Mais c'est en cours de route par plusieurs laboratoires, mais c'est comme un autre niveau de complexité, là. Puis comment on fait pour... L'autre question que j'avais, parce que vous me parliez aussi que vous preniez, par exemple, une biopsie de la peau d'un patient qui a l'Alzheimer, puis vous pouvez faire que la cellule revient comme pluripotente. Exactement, oui. Comment on fait un processus inverse? Ça, je me questionne aussi. Donc, ça, c'est une découverte qui a été faite par un chercheur japonais. Ça fait 20 ans, d'ailleurs. Ça va être célébré, je pense, l'an prochain. Là. Ça va faire 20 ans. C'est en 2006. Et, bon, à la base, c'est la science en dessous de ça, c'est assez compliqué, mais pour faire très simple, il a réussi à isoler 4 gènes que s'ils étaient surexprimés dans une cellule, on va dire adulte, ça peut être des cellules de peau, des cellules du sang, toutes sortes de choses, il est capable de reprogrammer la cellule à son état embryonnaire, mais vraiment le plus primitif, l'équivalent d'une cellule souche embryonnaire humaine, donc des cellules qui sont pluripotentes. Donc, c'est une reprogrammation sans changer le code. Le code génétique, la séquence d'ADN, elle n'a pas du tout changé. On a reprogrammé l'épigénome, ce qui a fait que la cellule est redevenue une cellule embryonnaire extrêmement primitive. Mais c'est vraiment une découverte phénoménale. Oui, c'est ça. J'ai de la misère même à comprendre là, comment on fait pour... Bien, premièrement, parce que là, on n'a jamais eu un invité quand on a vraiment parlé des gènes. Là, fait que je m'excuse si on fait on va dans les petits détails, mais justement, quand vous dites qu'il a isolé des gènes, comment il a fait pour isoler ces gènes-là? Puis... pour faire simple, à l'époque, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une liste de tous les gènes connus ou même des séquences transcrites inconnues, mais qu'on retrouvait exclusivement dans les cellules souches embryonnaires, puis qu'on ne retrouvait jamais exprimées dans les cellules qui n'étaient pas des cellules souches embryonnaires. Fait qu'il a fait une liste, il est arrivé avec une trentaine de séquences de transcripts, puis il les a surexprimées dans des cellules normales, en groupe ou individuellement. Fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail de fond en arrière de ça, pour arriver par sélection avec ces 4 facteurs-là qui, quand sont co-exprimés ensemble, étaient capables de reprogrammer la cellule à l'état embryonnaire. C'est vraiment une découverte. Moi, je pense que c'est une des plus grandes découvertes en biologie des 30 dernières années facilement. Même quand c'est sorti, les gens étaient extrêmement sceptiques parce que c'était un peu comme c'était de la magie. De la science-fiction. C'était littéralement de la science-fiction. Oui, vraiment. Puis ça l'a ouvert plein de champs, des nouveaux champs de recherche. Donc, oui, par exemple,
on peut prendre des biopsies de peau de patients qui ont des maladies. Donc, par exemple, la maladie d'Alzheimer, ça peut être n'importe quelle autre maladie. Générer des cellules souches pluripotentes à partir de cette biopsie-là de notre patient. Et ensuite, renverser le phénomène, donc stimuler les cellules ou instruire les cellules à devenir, par exemple, du cerveau, de la rétine ou un muscle. Donc, donner un exemple, si on avait un enfant qui aurait la dystrophie musculaire, on connaît la mutation, on connaît le gène, on pourrait faire ça, prendre une biopsie de peau, faire des cellules souches pluripotentes et ensuite instruire les cellules à devenir des cellules musculaires. Essentiellement, ce qu'on aurait à la fin, c'est les cellules du patient avec la mutation génétique dans le pitri, les cellules musculaires. Puis là, on pourrait tester des médicaments, des drogues, des approches de correction génétique. Et ça se fait actuellement à grande échelle un peu partout dans le monde en utilisant cette technologie-là. C'est une des applications multiples. Puis est-ce que ça nous permet aussi d'étudier la maladie dans le sens où on prend comme vous avez dit, n'importe quelle maladie, on l'isole, puis après, on voit comment la maladie se développe en voyant la cellule se développer en cellule du muscle. Est-ce que ça nous aide à comprendre la maladie aussi? On peut effectivement récapituler si c'est une maladie du développement. On va récapituler le développement embryonnaire, mais dans le pitri. Donc, on va voir les étapes de progression, de différenciation des cellules. Mais paradoxalement, on peut aussi le faire pour des maladies associées à l'âge, comme la maladie d'Alzheimer, ce qui est vrai. Parce que les gens ne comprenaient pas au début pourquoi, si on prenait des cellules de patients qui n'avaient pas de mutation génétique connue, puis qui avaient la maladie d'Alzheimer, puis on faisait ça, on faisait des cellules pluripotentes, puis on les différenciait en neurones, on voyait la maladie réapparaître dans le pitri, même si c'est des cellules qui ont des caractéristiques embryonnaires à la base. Donc, c'est des neurones très primitives, ils ont 60, 90 jours. Donc, il n'y a pas de facteur d'âge ici. Donc, au début, quand ça a été fait, les gens étaient très contents, mais en même temps, on ne comprenait pas comment c'était possible. Parce que techniquement, c'est des cellules qui sont jeunes, complètement, vraiment même embryonnaires. Donc, moi, je me suis penché sur ça récemment. L'article sur lequel je travaille depuis plusieurs années, il a été accepté. Il va être publié en début de janvier 2026. OK. Et essentiellement, ce qu'on a découvert, c'est que ça touche à l'épigénome. Il y a des anomalies de l'épigénome qui sont conservées lors du phénomène de reprogrammation. C'est très, très étrange. Donc, les cellules, on appelle ça des régions du génome ou de l'épigénome qui sont résistantes au phénomène de reprogrammation. OK, parce que normalement, l'épigénome s'effacerait. On n'aurait plus l'épigénome quand on revient. Normalement, une reprogrammation complète de l'épigénome. L'épigénome devrait réacquérir des caractéristiques embryonnaires à 100%. Ah ouais? Il ne devrait pas garder des traces de la cellule d'origine, donc la cellule adulte d'origine. Tout devrait être effacé. Ce qu'on a trouvé dans la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment bizarre, on n'a pas encore d'explication, mais pour une raison encore inexpliquée, les anomalies de l'épigénome qu'on retrouve dans les cellules adultes de patients Alzheimer, lorsqu'on fait la reprogrammation, ils restent à l'intérieur des cellules souches pluripotentes. Donc, c'est comme encrypté, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un encryptage puis qui est résistant au phénomène de reprogrammation. Puis on pense que c'est suffisant pour expliquer pourquoi, lorsqu'on différencie les cellules et on génère des neurones embryonnaires, la maladie réapparaît de façon très, très robuste dans ces modèles-là. Encore plus que, quand vous dites robuste, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est très reproductible. On le voit dans toutes les si on prend plusieurs patients différents, on voit que c'est reproductible. Et on voit ces anomalies-là qui sont communes à chacun des patients. Mais j'ai une question qui vient parce que c'est comme, vous dites, on prend, mettons, de la peau, puis après ça, on revient en état embryonnaire. Fait que pour vous, à ce moment-là, la cellule, elle est jeune? On enlève toutes les caractéristiques connues qui sont associées à l'âge. Donc, techniquement, c'est... Mais c'est une vieille cellule qui est redevenue jeune? Absolument, oui. Puis qu'après, va repartir, en fait. Après ça, on va récapituler l'embryogenèse, essentiellement. Mais ces cellules-là, si on regarde les marqueurs associés à l'âge, ils ont disparu complètement. Quels sont les marqueurs que vous regardez comme cellule? Le premier marqueur, c'est l'expression des gènes. Ce qu'on voit, c'est que tous les gènes qui sont normalement exprimés dans les cellules souches embryonnaires sont réactivés, donc sont exprimés de façon très, très importante. Normalement, ils sont silencieux dans les cellules adultes.
On voit que les télomères sont redevenus longs. Ah oui, ils reviennent longs. Complètement, oui, parce qu'on réactive aussi de façon indirecte la télomérase, qui est l'enzyme qui contrôle la longueur des télomères. OK. Et ce qu'on voit aussi, c'est que généralement, si on regarde les marques épigénomiques associées à l'âge ou les gènes associés à l'âge, il y a certains gènes qui sont des biomarqueurs de l'âge cellulaire qui existent. Bon, on voit que ces gènes-là sont éteints. Donc, les cellules ont toutes les caractéristiques de cellules très, très jeunes. OK. Puis, est-ce que quand justement on parle de ça, vous dites que c'est très quasiment de la science-fiction. Est-ce que depuis, vous dites, ça fait combien d'années qu'on a découvert ça? Ça va faire 20 ans en 2026. Est-ce qu'il y a des traitements qui ont été développés à partir de ça parce que c'est comme si on pouvait régénérer les cellules à un niveau ou pas? Tellement. Comme je l'ai mentionné, ça a ouvert, au-delà de, par exemple, nos travaux sur la maladie d'Alzheimer, ça a ouvert plein de nouveaux champs d'études en biologie. Donc, cette découverte-là. Un des exemples, c'est par exemple un exemple facile, c'est par exemple, on revient à notre patient qui aurait la dystrophie musculaire, un enfant qui a la dystrophie musculaire. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de traitement pour cette maladie-là. Si on était capable de générer, par exemple, des cellules musculaires puis de les greffer aux patients, à ses propres cellules, ça serait fantastique. Il n'y a pas de rejet de greffe. On n'a pas besoin de donner d'immunosuppresseurs. Par contre, le patient a des mutations génétiques qui causent sa maladie. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies d'édition du génome, on a sûrement entendu parler du CRISPR-Cas9 puis tout ça. Il y a toutes sortes de technologies qui existent. Ce qu'on peut faire, c'est donc prendre une biopsie de peau de ce patient-là, faire des cellules souches pluripotentes induites. On connaît bien la mutation, on a séquencé les cellules avant. Avec ces méthodes d'édition du génome-là, aller réparer la mutation dans les cellules souches pluripotentes du patient, reséquencer le génome pour vérifier que tout est correct, et ensuite différencier ces cellules-là en cellules musculaires et faire finalement une autogreffe au patient, lui greffer ses propres cellules musculaires, mais qui sont maintenant génétiquement corrigées. OK, c'est ça. Donc, comment on greffe des cellules souches? Parce que là, après... Non, on va différencier les cellules souches en cellules musculaires. On va pas... Ouais. Ouais. Puis comment... Ah oui. Puis donc, comment on greffe des muscles ou comme... On va greffer dans ce cas-là des cellules dissociées, donc des myoblastes, qui sont essentiellement des cellules musculaires embryonnaires ou très, très jeunes. Qui vont aider à un peu... Qui vont aller migrer dans le muscle ou vont possiblement même se fusionner au muscle. En fusionnant au muscle, techniquement, ils pourraient partager leur génome. Les cellules musculaires squelettiques sont multinucléées, ont plusieurs noyaux, contrairement à toutes les autres cellules. Donc, ils vont fusionner leur cytoplasme. Ils vont incorporer leur ADN qui est maintenant corrigé génétiquement. Et techniquement, on pourrait avoir une réparation partielle de la fibre musculaire. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Vous pouvez le multiplier par toutes les maladies génétiques rares qui existent. Il y en a. Tout ça. Donc, pour le traitement des maladies orphelines, c'est quand même une grande percée. Là. C'est la combinaison de ces deux technologies-là, donc la technologie des cellules souches pluripotentes induites et l'édition du génome. Ça, c'est un exemple parmi plusieurs. Puis pourquoi dans les maladies orphelines particulièrement? Parce que pour les gens orphelines, ça veut dire que... qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est qu'il n'y a pas... C'est une bonne question. Je me pose la question en même temps parce que pour moi, orphelines, c'est qu'ils sont toutes seules puis qu'on n'a pas nécessairement la cause ou qu'ils sont très rares. Mais en te posant la question, je me pose la question de ce que ça veut dire orpheline. C'est simple. C'est des maladies orphelines, sont des maladies génétiques rares. C'est ça, OK. Puis aujourd'hui, en 2025, avec les nouvelles technologies de séquençage du génome, on connaît presque toutes les mutations associées aux maladies orphelines. Il ne reste pas beaucoup de maladies orphelines dont on ne connaît pas la cause génétique. Il n'en reste pas beaucoup. Mais c'est des maladies, parce qu'ils sont orphelines, il n'y a pas de recherche ou il y a très, très peu de recherche parce qu'il n'y a pas de... On y va toujours en termes de nombre. Hein, donc, par exemple, au Canada, il y a beaucoup, beaucoup de recherches sur le cancer du poumon, le cancer du sein. Mais si on parle d'un cancer qui est extrêmement rare, qui affecte une personne sur 100 000 ou 10 000, là, tout d'un coup, il n'y a pas beaucoup de fonds de recherche. Donc, dans ce cas-là, ça deviendrait un cancer orphelin. OK, c'est ça. Mais les maladies génétiques qui
qui sont rares en général, mais sont presque toutes des maladies orphelines. Mais comment on les découvre? Quelqu'un qui va se présenter avec certains symptômes, si c'est des maladies justement souvent qu'on ne connaît pas, comment on en vient à les identifier? Il y a des médecins chercheurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Par exemple, à Sainte-Justine, il y a des médecins spécialisés en génétique qui sont spécialisés dans les maladies infantiles bizarres, rares, avec des enfants qui ont des syndromes avec des noms incroyablement longs. Mm-hmm. Puis là, par diagnostic différentiel, il y a des gènes candidats. Ils vont séquencer certains gènes candidats. Puis, en général, on réussit à trouver c'est quoi la mutation. Des fois, ça apporte rien parce qu'il n'y a pas de traitement. Puis, effectivement, pour la majorité de ces maladies-là, il n'y a toujours pas de traitement, mais ces nouvelles technologies-là qui sont en train de développer ouvrent la possibilité, là, peut-être, à amener certains traitements. Il y a certains exemples très rares là, qui sont arrivés aux États-Unis de maladies orphelines génétiques qui ont été traitées comme ça. Il y a d'autres approches qui peuvent être indépendantes de la technologie des cellules souches pluripotentes. Maintenant, il y a beaucoup d'essais en thérapie génique. On le voit pour le spinal muscular atrophy, qui est un peu une forme de sclérose latérale et amyotrophique, mais infantile. Donc, les enfants ont ça à la naissance ou sont diagnostiqués à 6 mois, 1 an. C'est quand même assez fréquent, étonnamment. Et c'est mortel. Les enfants vont mourir à 2-3 ans. Et il y a quelques années, il y a une compagnie aux États-Unis qui a développé un virus qui est inoffensif, mais qui est porteur de ce gène-là fonctionnel. Et donc, le virus est injecté dans le liquide céphalo-rachidien, dans la moelle épinière. Et ça va s'intégrer dans les cellules neuronales partout. Et les résultats sont vraiment spectaculaires. Donc, c'est de la thérapie génique dans ce cas-là. Et c'est vraiment spectaculaire chez ces enfants-là. Il y en a qui peuvent marcher, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y en a qui sont après 3-4 ans, sont encore vivants, ils ont 5-6 ans. Donc, il y a quand même certains miracles là, biomédicaux qui existent, que ce soit, peu importe la technologie. Ça a avancé beaucoup, beaucoup depuis 5-6 ans. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'évolution. Puis quand on parle de thérapie génique, puis pour que les gens comprennent, quand on parle d'un virus, dans le fond, c'est une capsule avec un segment d'ADN ou d'ARN dedans. C'est un virus qui est inactivé, il est pas capable de se répliquer, mais il agit un peu comme... C'est un vecteur. C'est un peu comme la petite fusée qu'on utilise pour lancer un satellite dans l'espace. C'est le même principe. Le satellite, c'est le gène qui est défectueux chez le patient. On va insérer un gène fonctionnel. Le virus devient le lanceur, si on veut. Donc, pour que ça se rende puis que ça se fasse incorporer dans la cellule. Exactement. Et éventuellement dans le génome. Exactement. Fait que c'est la technologie. Est-ce qu'on a utilisé, par exemple, le virus, on l'a étudié et donc de là, on a créé justement la thérapie génique pour pouvoir dire, tant qu'à ce que quelque chose soit incorporé dans notre ADN, est-ce qu'on peut mettre quelque chose de sain ou qui va justement renverser la maladie? On va les appeler des vecteurs viraux, mais c'est des vecteurs viraux, des virus à la base qui sont étudiés depuis des dizaines d'années. Ils sont très, très bien connus. Les vecteurs, eux, ils ont été modifiés génétiquement, donc le virus, il est complètement inactif. On a détruit toute sa capacité de reproduction. Dans certains cas, c'est des rétrovirus, ils vont s'insérer à l'intérieur des cellules. Mais il y a des thérapies qui existent aussi avec on appelle ça des vecteurs épisomales, donc qui vont rester dans la cellule sans s'intégrer dans le génome, ce qui réduit les risques là, de mutations insertionnelles ou de ce genre de phénomène-là. Donc, il existe de tout, mais donc, il y a de la thérapie génique qui fonctionne. Ils ont aussi leurs problèmes, leurs limitations, sinon on pourrait guérir toutes les maladies. Oui, c'est ça. Puis ça fonctionne en général bien chez des petits-enfants, mais ça fonctionne pas très bien chez les adultes. Pourquoi? Parce que, ça reste des vecteurs viraux et on a presque tous des anticorps contre ces virus-là. En ayant un certain âge, on est exposé à toutes sortes de centaines de virus différents.
Donc, on a des anticorps. Donc, on a des anticorps qui vont réagir contre le vecteur viral. Ils ne vont pas le laisser rentrer dans la cellule. Ils vont l'attaquer. Fait que ça, c'est un problème chez les adultes, mais chez les très jeunes enfants qui sont, on pourrait dire, naïfs ou vierges au niveau immunitaire, bien là, ça fonctionne très bien parce qu'il n'y a pas de réponse immunitaire, en tout cas, lors de la première injection. Donc, souvent, c'est une seule injection parce qu'à partir d'une injection, là, le système immunitaire va reconnaître la structure comme un virus, générer des anticorps. Puis là, si on essaie de faire une deuxième ou une troisième injection, là, on pourrait avoir une réponse immunitaire. Donc, c'est un one-shot deal en bon québécois. C'est ça. Puis, juste pour être sûr que je comprends bien, quand on vient, disons, la thérapie génique, là, ils viennent insérer comme la partie de l'ADN qui n'a pas la mutation. Puis comment le corps va se débarrasser de la mutation? On ne se débarrasse pas de la mutation. Dans ce cas-là, on fait tout simplement, on insère une nouvelle copie, donc une copie additionnelle, mais qui est fonctionnelle. Okay. Mais ça, c'est une approche. Il y a toutes sortes d'approches. Oui. Je n'irai pas dans les détails, mais il y a toutes sortes d'autres approches. Il y a des fois, il y a des gènes, des mutations qui causent... Le gène devient, on va l'appeler toxique. Il va produire une protéine qui est toxique. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien de réexprimer un gène normal, additionnel. Ce qu'il faut, c'est inactiver ou rendre silencieux le gène muté qui est toxique. Donc là, c'est d'autres approches. Okay. C'est très compliqué. Mais c'est intéressant, par exemple. Ça nous aide à comprendre plein de choses. Dans votre laboratoire, comment vous utilisez, si on revient à vos recherches justement là, par rapport à l'Alzheimer, qu'est-ce que vous étudiez par rapport à ça quand vous prenez justement la peau d'un patient, tout ce qu'on vient d'expliquer? Qu'est-ce que ça vous permet d'étudier dans votre laboratoire? Bien, l'approche expérimentale qu'on a fait, c'est on a fait une petite cohorte. Donc, on a pris 5, 6, 7 patients Alzheimer, à peu près du même groupe d'âge, là, entre 75 et 90 ans, puis des patients à peu près du même âge aussi, mais qui sont cognitivement intacts. Souvent, c'est des personnes qui sont décédées. Pourquoi? Parce qu'on a pu aussi... sont décédés d'une autre cause. Des fois, peu importe, un arrêt cardiaque, des accidents. On a pu vérifier qu'effectivement, par pathologie du cerveau, qu'il n'y avait aucun signe de la maladie d'Alzheimer dans les contrôles, par exemple. Et vice-versa, que dans les patients Alzheimer, ils étaient vraiment décédés de la maladie d'Alzheimer parce que, bon, oui, la maladie d'Alzheimer, c'est la démence la plus fréquente, mais il y a quand même 30% des démences qui ne sont pas de la maladie d'Alzheimer. Il y a toutes sortes d'autres types de maladies neurodégénératives, malheureusement. Donc, on va confirmer que c'est vraiment ça, que ce n'est pas un faux diagnostic parce que c'est très, très fréquent dans le domaine. Donc, on fait une petite cohorte, 6-7 patients contrôle, 6-7 patients Alzheimer. On génère, on fait une reprogrammation. Donc, on fait des lignées de cellules souches pluripotentes induites de patients. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va les différencier en neurones par différenciation dirigée, si on veut. On instruit les cellules à devenir des cellules neuronales du cortex cérébral. Pourquoi du cortex cérébral? Parce que ce sont les cellules qui sont les plus affectées dans la maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a plein d'autres sortes de neurones dans notre corps. Et donc, dans la première phase, ce qu'on voulait voir, c'est est-ce qu'on est capable de voir les marques de la pathologie, puis est-ce que c'est seulement dans les patients Alzheimer ou dans les contrôles? On a tout fait ça. Puis effectivement, ce qu'on voit, c'est que dans les patients contrôle, les neurones sont beaux, sont en santé. Dans les patients Alzheimer, on voit de l'amyloïde, du taux, de la mort neuronale. Donc, on a tout vu ça, on était contents. Mais une fois qu'on a observé ça, bien, on s'est posé la même question que tout le monde. Peut-être un petit détail, c'est qu'on a aussi, en collaboration avec un laboratoire à Toronto, qui ont beaucoup d'expertise en séquençage du génome. Eux, ils ont séquencé le génome complet de tous ces patients-là pour vérifier s'il n'y avait pas des mutations génétiques connues. Donc, tous les patients contrôle les Alzheimer. Et il y avait, surtout les Alzheimer, il n'y avait aucune mutation génétique connue. Donc, techniquement, on ne peut pas voir, on ne voit pas de mutation dans des gènes associés à cette maladie-là. Donc, dans ce temps-là, c'est des maladies qui sont idiopathiques ou sporadiques. On ne peut pas expliquer par la génétique l'apparition de la maladie. Donc, la logique, si on s'est dit, si on ne peut pas l'expliquer par la génétique, peut-être qu'on peut l'expliquer par l'épigénétique ou l'épigénomique. Donc, c'est ce qu'on s'est lancé. Et là, on a fait une étude à partir du début, à partir des cellules souches pluripotentes, donc immatures. On les a différenciées. Puis à chaque étape de différenciation, qui durait à peu près 80 jours,
on les a analysés. Donc, on les a analysés au jour 0, au jour 10, au jour 30, au jour 60, 90. Et on a analysé l'épigénome. Donc, c'est quoi l'épigénome? Il y a une des composantes, c'est la méthylation de l'ADN. Sur notre ADN, il y a un code de méthylation qui fait que les gènes vont être actifs ou inactifs. Donc, il faut séquencer le génome au complet puis analyser le méthylome de l'ADN. On a fait ça. On a regardé la structure des histones. Les histones, c'est des protéines qui contrôlent l'ouverture ou la fermeture des gènes, si on peut. Donc, dépendamment de leur modification, ça va faire que le gène va être actif ou un petit peu actif ou réprimé complètement. Donc, on a fait aussi des analyses de l'épigénome et des histones. Et on a regardé aussi l'expression de tous les gènes. Donc, maintenant, il y a des techniques très, très avancées on appelle ça Next Generation Sequencing, très, très puissantes, qui permettent de regarder l'expression de tous les gènes dans un groupe de cellules au complet. Donc, toutes les transcrits. Donc, on peut... Puis savoir quel qui est transcrit et pas transcrit. Lesquels qui sont actifs, pas actifs, le niveau. Parce qu'on peut avoir un gène, c'est pas ouvert ou fermé. Souvent, c'est intermédiaire. C'est comme un rhéostat. Donc, la lumière est juste entre les deux. Un peu exprimé, beaucoup exprimé. Donc, on peut mesurer ça. On peut quantifier ça. On peut dire, ben, lui, son niveau, je veux dire, c'est 10, l'autre, c'est 20, l'autre... Donc, là, on peut dire, ben, dans les patients Alzheimer, si on compare ça, ben, là, eux, c'est 0 pour ce gène-là, tandis que normalement, ça devrait être 10. Donc, on peut mesurer exactement de tous les gènes des cellules au complet. Tous les milliers et les milliers de gènes. Donc, les techniques maintenant de biologie moléculaire sont très avancées. On appelle ça les techniques de omics, où au lieu de regarder l'expression d'un seul gène, on est capable de regarder l'expression de tous les gènes. Avant, on pouvait juste faire ça à partir d'un groupe de cellules. Donc, on avait un amas de cellules ou même un tissu. Maintenant, c'est possible de le faire pour chaque cellule. Donc, on va aller, si on a 10 000 cellules, on va aller voir l'expression de tous les gènes dans chacune des cellules individuellement. OK. C'est de la job? Ben, non, c'est plus... Non, c'est les techniques de... Ouais, c'est tellement avancé maintenant. Donc, ça a beaucoup, beaucoup évolué depuis 5-6 ans. Toutes ces technologies-là, c'est rendu très, très, très avancé. Puis ça, c'est dû à... Bon, c'est des techniques de biologie moléculaire, mais qui sont combinées à l'informatique. Puis on sait que l'informatique, la puissance des systèmes informatiques double presque à toutes les années ou à les 3 ans. Donc aujourd'hui, en 2025, les ordinateurs sont tellement puissants qu'on peut faire ça, ce qui était absolument impossible à faire avant. C'était inimaginable de faire ça parce que c'est des quantités de données immenses. Mais maintenant, c'est possible de faire ça de façon assez facile avec des ordinateurs ultra puissants qui sont maintenant disponibles soit dans nos laboratoires ou versus des plateformes qui existent là, ici au Québec. Des espèces de gros ordinateurs centraux. On peut se brancher à ça. Il y a Calcul Québec, Calcul Canada, tout ça. Donc, si je résume, au lieu, tu sais, disons, avant, on va juste analyser le gène. Là, on a réalisé, attends, mais ils ne sont pas tous exprimés, ils ont un certain niveau d'expression. Fait que là, maintenant, on peut voir quelle est l'expression, qu'est-ce qui s'exprime, qu'est-ce qui ne s'exprime pas. Puis après, est-ce que de là, on voit, OK, bien, dans les gens, par exemple, avec l'Alzheimer, il y a cette expression-là qui est plus grande. Puis après, de voir pourquoi. Est-ce qu'on est rendu là ou pas encore? Comment on se dit, pourquoi sont plus exprimés eux puis pas d'autres? Là? Bien, on voit beaucoup d'anomalies. On a vu beaucoup d'anomalies dans l'expression de certains gènes, par exemple. On a vu beaucoup d'anomalies au niveau de la méthylation de l'ADN à certains gènes aussi. Puis ça corrèle avec ce qu'on connaît dans la maladie d'Alzheimer. Là, c'est des gènes souvent qui sont impliqués dans... Il y a un nouveau concept là, qui est sorti, ça fait peut-être 4-5 ans dans le domaine de l'Alzheimer. On appelle ça la résilience cognitive. Mais la résilience cognitive, c'est un peu des cas rares de maladie d'Alzheimer où les gens avaient, si on regarde leur cerveau, là, des gens qui sont vivants, avec des scans, tout ça, ils ont plein de marques de la maladie d'Alzheimer. Ils ont des plaques amyloïdes, tout ça, mais ils n'ont pas de symptômes de la maladie d'Alzheimer. Ah.
des gens qui sont comme résistants. Techniquement, ils ont la maladie, mais ils n'ont pas de... Ils n'ont pas les manifestations. Ils sont résistants à la mort neuronale. On appelle ça la résilience cognitive. Puis, à la base de ça, c'est des modifications de l'épigénome qui font que certains gènes qui sont impliqués dans la résistance on va parler des neurones à la mort cellulaire, au stress oxydatif. Et ces gènes-là sont beaucoup plus activés, beaucoup plus efficaces chez ces patients-là. Donc, les neurones sont hyper résistants à la pathologie. Donc, étonnamment, dans les cellules de patients Alzheimer qu'on a fait dans notre modèle là, de cellules souches pluripotentes reprogrammées, c'est ça qu'on a trouvé. Il y avait des altérations de la méthylation de l'ADN dans ces gènes-là, toute la famille de ces gènes-là qui sont impliqués dans la résistance cognitive. Dans ce cas-là, c'était l'inverse. Donc, les patients Alzheimer, eux, sont faibles. Sont très faibles. Ouais. Ils n'ont pas de résilience cognitive. Donc, ça veut dire qu'à la base, possiblement depuis très longtemps, par exemple, quelqu'un qui aurait développé la maladie à 80 ans, bien, il était peut-être comme ça même à 20 ans. C'est juste qu'à 20 ans, il n'y avait pas de problème. Mais à la base, cette personne-là avait une faiblesse épigénomique à la maladie d'Alzheimer. Mais tant qu'on n'est pas vieux, puis on n'est pas exposé à des facteurs peut-être environnementaux, puis aussi certaines composantes génétiques qui vont faire qu'on va peut-être développer la maladie, ça n'a pas d'importance. Hein. Ces gens-là, donc ça se peut que les gens qui développent l'Alzheimer, ils ont un épigénome qui est faible pour résister à cette pathologie-là. C'est un peu ésotérique, mais c'est ça qu'on a découvert. C'est vraiment très bizarre. La bonne nouvelle de ça, c'est que techniquement, l'épigénome, c'est malléable, c'est modulable. On peut le changer. Comment? En laboratoire, ça se fait bien. Il y a certaines composés chimiques qui vont, par exemple, altérer les histones, les modifications des histones. Ils vont faire que les gènes vont être ouverts ou fermés. Ça existe. Il y a plein de molécules qui existent. La méthylation de l'ADN, on peut le travailler aussi avec certains... C'est très compliqué, mais ça peut être modulé aussi. Dans la vraie vie, on sait que, par exemple, faire de l'exercice, ça a un impact direct sur l'épigénome. On peut le mesurer. On voit des changements dans l'expression des gènes. On voit des changements dans la structure de la chromatine. Donc, ça aussi. Donc, c'est sont protecteurs? Comment on sait l'exercice, oui, c'est protecteur. Ouais. On va voir, par exemple, l'activation de certains gènes de résistance au stress. Des gènes aussi impliqués dans le métabolisme des radicaux libres, donc qui vont être activés pour justement réduire les concentrations de radicaux libres dans les cellules, ce qui est protecteur. Donc, l'exercice fait ça. On peut le mesurer. Ça affecte aussi le métabolisme du glucose. On peut le mesurer directement. Donc, c'est l'épigénome, par définition, comme le vieillissement. Le vieillissement, c'est un phénomène principalement épigénomique. Ça se module. Pourquoi on sait ça maintenant? C'est que, il y a un chercheur aux États-Unis qui s'appelle, il appelle ça Horvath, son nom de famille, qui a trouvé un code de l'épigénome qui peut mesurer le vieillissement physiologique d'une personne et à partir de ses cellules. Pourquoi? Parce qu'on distingue le vieillissement chronologique du vieillissement physiologique. Des fois, on voit des gens qui ont, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, qui ont 70 ans, mais on dirait qu'ils en ont 50, puis d'autres qui en ont 50, puis on dirait qu'ils en ont 90. Ouais? On voit ça. Bon. On est tous inégaux. Mais ce que ça veut dire, c'est que ces gens-là, leur âge chronologique puis leur âge physiologique ne sont pas concordants. OK? Mais ce bonhomme-là, chercheur-là, il a développé une méthode où il est capable de mesurer, c'est principalement via la méthylation de l'ADN, l'âge physiologique des cellules. Donc, il va faire une biopsie. Puis en général, c'est assez... qu'on prenne une biopsie du foie, d'un muscle ou de la peau. C'est général un peu. Nos cellules ont pas mal tout le même âge, indépendamment de la localisation. OK? Ça, c'est quand même important à savoir. Ouais. Donc, puis ils ont fait des tests là-dessus, puis effectivement, il y a une très forte concordance. Mais avec ça, il est capable, là, il a commencé chez la souris, après il a fait avec des cellules humaines, puis après ça, des biopsies de peau de personnes.
Puis, il y a quand même une très forte concordance entre... il est capable, avec une large cohorte, de prédire l'âge physiologique des personnes et chronologique. Mais il voit... Bon, je n'irai pas trop dans les détails, mais à partir de ce... Il appelle ça le code Horvath, qui est une prédiction assez robuste de l'âge physiologique de quelqu'un, indépendamment de son âge chronologique. OK. Ouais. Donc... Je suis pas sûre que tout le monde voudrait le savoir, mais... Ce que ça veut dire que l'épigénome est malléable, puis que notre âge ne correspond pas toujours à notre âge chronologique. Donc, OK, ouais. OK. Donc, c'est C'est avec des marqueurs qui c'est principalement via la méthylation de l'ADN. Ouais. OK. Puis c'est là aussi qu'on a trouvé beaucoup d'altérations dans les patients Alzheimer. Puis ils ont vu vraiment une corrélation entre la méthylation et quelqu'un là, qui a un vieillissement. Là. Bien, avec des très grosses cohortes, ce qu'ils ont pu voir, surtout si on fait des études longitudinales, ça, ce qu'on voit, c'est parce qu'évidemment, votre âge physiologique, et non pas chronologique, c'est une prédiction de votre espérance de vie. OK? Et ils voient une très, très forte corrélation entre l'apparition de certaines maladies métaboliques ou la mort et l'âge physiologique et non pas chronologique des personnes. OK. Donc, c'est à partir du moment qu'il a pu valider son modèle. Et donc, ça devient un modèle de prédiction de pratiquement à quel âge on va décéder. Oui, c'est ça. Oui, indépendamment de notre âge mais décédé de vieillesse? Et non, on ne sait pas ce qui va... Non, parce que ce qu'on voit, c'est que l'âge physiologique corrèle beaucoup avec les pathologies, plein de pathologies. Donc, comme quoi? Autant crise cardiaque, AVC? Oui, OK. Presque toutes les pathologies. Ouais. Corrèle avec le vieillissement physiologique. Oui. On ne sait juste pas... Incluant les démences. OK, c'est ça. Mais on ne sait pas quel organe encore... On ne peut pas prédire encore c'est quel organe qui est faible ou qui va comme... Non. Mais ce qu'on sait, par exemple, un exemple, là, c'est que le vieillissement, en général, c'est systémique. C'est sûr, si quelqu'un qui a une condition cardiaque depuis toujours, il y a une probabilité de mourir d'une maladie cardiaque. Mais si on enlève ce genre de phénomène-là, ce qu'on voit, c'est le vieillissement, c'est souvent associé à l'inflammation systémique. Donc, il y a des marqueurs dans le sang, on peut mesurer les protéines C réactives, l'interleukine 6. Donc, plus il y a d'inflammation, plus on vieillit. Plus techniquement, notre âge physiologique est avancé. On appelle ça un biomarqueur du vieillissement, indépendamment de notre âge chronologique. Donc, puis il y a une corrélation avec l'horloge physiologique de Horvath. Donc, on voit une corrélation. Donc, ça augmente les facteurs, la probabilité de mourir de toutes les maladies techniquement associées à l'âge, donc maladies cardiovasculaires, etc., etc. Donc, mais les gens qui ont des maladies, justement, inflammatoires, que ce soit la polyarthrite rhumatoïde ou les maladies de Crohn, est-ce qu'eux, ils ont un vieillissement physiologique plus avancé ou pas nécessairement? Parce qu'ils sont toujours... je ne sais pas à quel point on l'étudie, parce que ça, c'est vraiment physique. On voit l'inflammation, là. Mais est-ce que... Alors que l'inflammation dont vous nommez, on ne peut pas nécessairement la voir, là? Je ne pourrais pas me prononcer sur ces cas exactement là. C'est sûr d'avoir une maladie auto-immune grave, ça diminue l'espérance de vie, mais encore là, c'est pas exactement les mêmes médiateurs d'inflammation que... Okay. Ouais. Fait que quand on parle d'inflammation à ce niveau-là, c'est en termes de facteurs, mais on sait-tu qu'est-ce qui a causé cette inflammation-là? Justement, on revient un peu à l'épigénétique. Vous parlez des maladies auto-immunes ou des... Non, est-ce que vous avez nommé que la manière qu'ils testent le vieillissement physiologique, c'est en mesurant... La méthylation de l'ADN, c'est comme un code, oui. Oui, puis il y avait le lien avec l'inflammation. On voit une très forte corrélation avec des biomarqueurs de vieillissement, dont l'inflammation, les cataractes, tout ça sont des biomarqueurs. Aussi, si on fait des études longitudinales avec l'espérance de vie, l'apparition de certaines pathologies graves. Donc, c'est rendu vraiment un modèle prédictif assez robuste. Mais ma question, je pense, c'était un peu comment on peut identifier quelqu'un, justement, qui a un peu de l'inflammation chronique qui fait que son vieillissement, il s'accélère. Est-ce que ça, il y a des mesures ou c'est... Oui, ça se fait. Par exemple, la protéine C réactive dans le sang, interleukine 6, ça se mesure facilement. OK. Mais bon, je ne veux pas alarmer non plus les jeunes. Les gens. Des fois, il ne faut pas trop savoir l'affaire. Oui, c'est ça. Surtout quand on n'a pas trop de traitement en plus, ça ne nous aide pas beaucoup.
Mais mon point, c'est que ça évolue beaucoup, la gérontobiologie, si on veut, la science du vieillissement. Un autre facteur important dans le vieillissement, c'est la sénescence cellulaire. Bon, c'est quoi la sénescence cellulaire? C'est quand une de nos cellules qui est capable de se diviser rencontre un problème lors de la division cellulaire, par exemple une mutation dans un gène, bien, la cellule, elle va faire un choix. Techniquement, elle a 3 choix. Le premier choix, c'est qu'elle va se suicider s'il n'est pas capable de réparer le dommage. Donc, on appelle ça l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Tout ça, le but, c'est d'éviter de développer un cancer. Le deuxième choix de la cellule, c'est de continuer. J'ai une mutation, mais bon, c'est pas grave, je continue. Mais ça, pas toujours, mais dans certains cas, ça peut être l'événement précurseur à développer un cancer. Ouais. OK. Le troisième choix de la cellule, on appelle ça la sénescence cellulaire. Donc, la mutation, la cellule est pas capable de réparer la mutation. Mais au lieu de se suicider, elle va juste dire, ben, moi, je vais arrêter de me diviser pour toujours. Mais je vais rester là. Puis, ce qu'on voit, c'est que dans le vieillissement, dans tous les tissus, dans le corps, on voit une accumulation du nombre de cellules sénescentes. Donc, plus on est vieux, plus la proportion relative de cellules sénescentes dans le corps augmente. On voit ça chez la souris, chez l'humain. À la base, on pensait que ça n'avait pas vraiment d'impact parce qu'on se dit, ben, c'est bon. Dans le fond, au lieu de perdre mes cellules, ils restent là, mais ils arrêtent de se diviser puis continuent à faire le travail, ce qui est vrai. OK, ils continuent, sont fonctionnels. Mais ce qu'on voit, c'est qu'avec le temps, il y a comme différentes phases ou des étapes dans la sénescence. Quand la sénescence est avancée, donc ça fait longtemps, la cellule se met à faire toutes sortes d'affaires un petit peu bizarres. Elle ne se divise pas, c'est pas une cellule cancéreuse, mais elle va se mettre ultimement à sécréter des molécules inflammatoires. Ça a été découvert par Judith Campisi là, en Californie. Et ces molécules inflammatoires-là vont au début créer de l'inflammation locale, puis ensuite de l'inflammation systémique, donc dans le sang circulant dans tout le corps. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une forte corrélation avec entre le nombre de cellules sénescentes et l'inflammation systémique. On pense que, par exemple, chez les femmes, c'est un des moteurs du cancer du sein. C'est que ça cause énormément d'inflammation locale, par exemple, au niveau du sein. Puis ça, trop de cytokines, on appelle ça des cytokines, ça peut stimuler la prolifération des cellules cancéreuses. Donc, c'est un peu bizarre. C'est comme un couteau à double tranchant. Au début, la formation des cellules sénescentes, c'est une protection pour ne pas développer le cancer. Mais avec l'âge, avec le temps, ça peut générer un micro-environnement pro-inflammatoire qui va stimuler la transformation cellulaire. Donc, ça fait partie aussi de la biogérontologie. Et il y a plusieurs groupes qui essaient de trouver des méthodes pour éliminer les cellules sénescentes du corps. Comme? Donc, il y a des molécules qui ont été développées on appelle ça des molécules pro-apoptotiques, qui vont donner un signal à la cellule de se suicider par apoptose. Okay? On peut identifier les cellules qui sont sénescentes? On peut les identifier, oui, parce qu'il y a un marqueur de vieillissement cellulaire que j'ai déjà mentionné, c'est un gène en particulier qui est activé fortement dans les cellules âgées et dans les cellules sénescentes. Donc, ça existe. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a ces molécules-là qui sont relativement spécifiques, pas 100% spécifiques, peuvent cibler de façon spécifique les cellules sénescentes parce que leur code est un peu différent et induire leur mort. Bref, il y a toutes sortes de modèles qui ont été développés. Donc, ça ralentit. Ça marche. Dans les modèles de souris, mettons, qui ont été vraiment développés avec des outils génétiques, on voit vraiment que c'est très bénéfique. Donc, si on fait comme des traitements là, à tous les 3 mois chez la souris, on élimine les cellules sénescentes, on voit que les souris rendues à 2 ans et demi, ce qui est à peu près l'âge maximal de vie d'une souris, sont beaucoup plus en santé que les souris non traitées. Beaucoup plus. Vraiment, ils ont l'air super en forme. Ça n'augmente pas de temps l'espérance de vie maximale de la souris. Elle ne vit pas jusqu'à 5 ans. C'est pas... Mais... En santé. Mais elle meurt en santé. Donc, mais on voit vraiment une amélioration incroyable de la santé physiologique de la souris, de tout le poil, la structure osseuse, tout l'ensemble des paramètres, sa force musculaire en éliminant les cellules sénescentes.
Bon, il y a beaucoup de groupes qui ont essayé de transposer ça à l'humain en développant des molécules, mais beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Puis j'imagine que ça l'ouvre beaucoup sur l'éthique, là, parce qu'on joue un peu avec, tu sais, qui a accès à, tu sais, disons, quelqu'un qui veut justement vivre, bien, pas plus vieux nécessairement, c'est comme vivre en santé plus longtemps, pour avoir accès à ce, par exemple, ce traitement génétique pour enlever les cellules sénescentes puis ralentir le vieillissement. Chez l'humain, il n'y a pas de... Avec les souris, on a pu développer des modèles, on exclut la personne qui parle, des modèles génétiques, parce que c'est facile de jouer avec ça, mais chez l'humain, ça n'existe pas. C'est plutôt des molécules qui ont été développées pour éliminer les cellules sénescentes. Ça marche un petit peu... Mais on l'utiliserait chez quel type de personnes? Bien, techniquement, n'importe qui en santé qui a plus de 50 ans à peu près, là, il pourrait aller faire une cure de jouvence à tous les 5 ans ou à tous les 10 ans pour éliminer ces cellules sénescentes. Et techniquement, il serait beaucoup plus en santé et peut-être il vivrait plus longtemps. Ah non, c'est pas encore. Donc, on se projette dans le futur. Si la science est bonne, ça serait possible de faire ça. Aux États-Unis, je sais qu'il y a beaucoup de compagnies, là, beaucoup, dont une là, qui s'est lancée là-dedans, là, promettre de prolonger la vie, de donner un peu l'immortalité aux gens pour que les gens vivent jusqu'à 120 ans, 150 ans, 200 ans. Mais malheureusement, c'est pas de la vraie science. Là. On regarde, c'est plus une business pour le moment, mais si ça fonctionne, tant mieux. Mais il n'y a aucune évidence que ça fonctionne pour le moment chez l'humain. Malheureusement, on semble être limité à une espérance de vie maximale. Quand même, limité, tout est relatif, là, mais il y a juste une personne qui a vécu plus de 120 ans dans toute l'histoire de l'humanité. Donc, juste une. Ça en dit beaucoup. Sur les, je sais pas, 10, 15 milliards d'êtres humains qui sont nés sur la planète depuis, mettons, 100 ou 200 ans. Évidemment, on n'a pas d'historique des personnes qui sont nées, mettons, en l'an 1000, là, mais à cette époque-là, l'espérance de vie moyenne, c'était à peu près 30 ans. Donc, c'est peu probable que ça soit à ce moment-là. Mais il y en a juste une personne, c'est Jeanne Calment, qui est décédée à 121 ans et quelques mois. Mais sinon, après ça, il n'y a même pas une personne qui a vécu jusqu'à 120 ans, c'est 119 ans. La deuxième personne qui a vécu le plus longtemps. Et dans les 100 premières personnes, les super centenaires de l'histoire humaine, c'est... 97, c'est des femmes. 3 seulement sont des hommes. Donc, on est vraiment inégaux à ce niveau-là. Une énorme différence. Bien, ça pose des questions. Je pense pas qu'on va vivre justement assez vieux pour voir la manifestation de ça, mais c'est à se poser bien des questions de ce que ça va faire, tu sais, si on a une thérapie génique qui fait qu'on vit moins longtemps, en tout cas qu'on vit plus longtemps, de voir quel genre d'humain, puis comment les gens vont vieillir. En tout cas, ça me fait... On peut rêver, là. Je sais pas... Extrapoler. Peut-être un cauchemar, à dire. Demain matin, il y a une compagnie pharmaceutique américaine qui développe une pilule qu'on prend une fois par semaine, même pas tous les jours, et qui fait qu'on vit tous jusqu'à 150 ans. Ça serait une catastrophe. Oui, c'est ça que je me dis. Catastrophe pour l'humanité. Ben oui. Parce que, évidemment... À quel âge faudrait arrêter de travailler, là? Faudrait... Oui, c'est ça. Puis le problème, c'est... Mais les soins... le problème, c'est qu'on serait une population juste de personnes âgées, parce que d'habitude, passé 40, 45 ans, là, on n'a plus d'enfants, là, à part certaines vedettes rock ou... C'est ça. Mais sinon, on n'a plus d'enfants. Ce que ça fait, c'est qu'on fait on regarde les courbes démographiques, tout ça, il y a des spécialistes en démographie, c'est que ça brise complètement toutes les proportions générationnelles d'âge. Là. Fait qu'on se ramasserait avec juste des personnes âgées. Des millions de personnes qui auraient 150 ans. Il n'y aurait plus d'enfants. Donc, ça ne fonctionnerait pas du tout au niveau démographique. Ce serait vraiment une catastrophe. Alors, c'est même une catastrophe que les gens vivent trop longtemps au niveau... à plusieurs niveaux sociaux. Là, évidemment, je ne suis pas pour l'euthanasie du monde. Mais c'est une catastrophe au niveau démographique parce que c'est les jeunes qui travaillent. C'est les jeunes qui sont en santé. Puis on en aurait de moins en moins. Puis... Et c'est eux qui font fonctionner tous les hôpitaux. Mais quand quelqu'un de 90 ans, elle doit être en santé, ça fait longtemps qu'il ne contribue plus vraiment au fonctionnement de la société. En général, il est rendu un fardeau, malheureusement. Il y a plein de maladies. Il va à l'hôpital à tous les mois.
que ça serait une catastrophe pour la société si on vivait trop. On vit déjà, je pense, trop longtemps. mais on a l'exemple du Japon. Okay. Le Japon, c'est le meilleur exemple. Ils sont en décroissance depuis environ 30 ans, décroissance économique. Donc eux, c'est la déflation et c'est principalement lié à au vieillissement de leur population. Donc, c'est eux qui ont la plus grande proportion de personnes âgées au monde dans leur population. Donc, ils ont énormément de personnes âgées qui contribuent plus au fonctionnement de leur société parce qu'on vit dans un système capitaliste. Là. Et ça fait qu'il y a de moins en moins de jeunes personnes pour s'occuper, faire fonctionner la société et s'occuper des personnes âgées aussi. Ouais. Donc, c'est eux qui développent des robots maintenant pour s'occuper des personnes âgées parce qu'il n'y a personne pour s'en occuper. Eux, ils n'ont aucune immigration au Japon. Donc, il n'y a pas d'immigration. Donc, c'est vraiment un exemple, le Japon, d'une population qui vit de plus en plus longtemps, mais aussi qui est comme en déclin démographique. Donc, c'est une population qui diminue à chaque année je pense que 1 million de personnes par année de moins à chaque année au Japon. Donc, c'est un exemple qui fait pousser le AI puis l'avancement. C'est peut-être pas une mauvaise chose au niveau de la... Parce que, le principe de la croissance exponentielle infinie, ça se peut pas. Là. On peut pas... Puis plus on est d'êtres humains, plus on consomme. Donc, c'est peut-être une bonne chose, finalement, qu'il y ait une stabilisation de la population, puis ça, mais bon. Bref, il faudrait pas vivre trop longtemps non plus. Ça créerait d'autres problèmes. Ça crée beaucoup de problèmes. Ouais. Là, on parle beaucoup de génétique, puis ça m'amène justement, on a dit qu'on pouvait, par exemple, modifier les gens qui avaient la dystrophie musculaire. On va essayer de changer. Puis de plus en plus, il y a des changements qui peuvent être faits. On entend parler de choisir la couleur des yeux de votre enfant, des choses comme ça. C'est illégal, mais à quel point, est-ce que vous êtes au courant justement de ce domaine-là, de la génétique, mais comme... par exemple, qu'est-ce qui est légal au Canada, à ma connaissance, c'est, par exemple, si on a des parents qui sont porteurs d'une maladie génétique autosomale récessive. Donc, ça veut dire que si les 2 parents sont porteurs, un enfant sur 4 là, va être homozygote, donc va avoir la maladie. Mais on peut faire une sélection génétique. Donc, on va faire une fécondation in vitro avec le sperme du père, les ovules de la mère, in vitro. Puis, par PCR, on va laisser les embryons se développer là, à peu près à 128 cellules en laboratoire. On va aller prélever quelques cellules, puis par PCR, on va aller voir quels embryons sont porteurs ou pas de la mutation génétique. Puis là, on va implanter chez la mère seulement ceux qui sont sains. Fait qu'on va briser le cycle de transmission. On pourrait le faire aussi juste avec des embryons qui ne sont pas du tout porteurs de la mutation, donc de type sauvage, pour arrêter le cycle de transmission de la maladie dans une population. Par exemple, l'exemple, c'est l'acidose lactique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc ça, c'est un exemple. Là, à ma connaissance, un des projets, c'est d'essayer d'éliminer, dans le fond, on appelle ça l'effet fondateur. Comme c'est des mutations qui existent depuis, 50 ans, 100 ans, qui sont dans les populations. Si on fait on appelle ça en bon québécois, du counseling génétique, puis on fait ce genre de système. Donc, on permet aux parents d'avoir des enfants, mais en faisant une sélection, on élimine la mutation. Après 1 ou 2 générations, techniquement, on élimine la maladie de la population. Surtout quand c'est une maladie qui est... quand on a un effet fondateur, ça veut dire que c'est une personne qui est immigrée, par exemple, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui était porteur de cette mutation-là, puis il y a eu, elle n'a jamais vraiment immigré, ses enfants ont été porteurs, fait que il y a un petit peu de consanguinité, mais pas tant que ça, c'est plutôt vraiment un effet fondateur qui fait que la maladie est principalement localisée dans un endroit. C'est possible, avec cette approche-là, d'éliminer la transmission de la maladie après 1 ou 2 générations. Fait que, dans le fond, on n'a pas besoin de trouver de traitement à la maladie. On a empêché la maladie d'être transmise. Fait que ça, c'est vraiment bien. Là. Puis c'est pas de l'eugénisme, parce que c'est mais pas ça. Mais c'est un contrôle un peu de la fécondation. Donc, on fait une fécondation in vitro, puis on va aller identifier la mutation, l'absence de mutation dans les embryons. Mais c'est pas de l'eugénisme, parce que c'est pas ça l'eugénisme. Ouais. Qu'est-ce que c'est l'eugénisme? L'eugénisme, c'est la sélection de certains caractères. Oui, c'est ça. Oui. Donc, par exemple, en Chine, on va dire, il pouvait juste avoir des garçons. Ouais. C'est considéré comme une forme d'eugénisme de dire,
on va faire des enfants, mais je veux juste des garçons. Donc, on pourrait faire une fécondation in vitro, prendre juste des embryons mâles, puis bon, ça, c'est vraiment de l'eugénisme. Ça peut être basé sur la race, ça peut être basé sur la taille, sur toutes sortes de caractères. Ça va-tu jusqu'à, mettons, la couleur des yeux, des choses comme ça, ou pas aussi? Ça serait considéré comme une forme d'eugénisme, là, de dire... mais il n'y a aucun eugénisme qui est légal ou qui... Non, c'est pas légal du tout, parce que c'est pas une condition médicale. Là. C'est pas une maladie génétique. Les maladies génétiques, c'est légal. On essaie de... Mais non, toutes les autres formes sont considérées comme... Fait que toute forme de maladie, tu sais, comme, justement, est-ce que ça pourrait se faire pour la trisomie, qu'on teste chez tout le monde? Ou... Mais tu sais, ce serait qu'il faudrait faire des fécondations in vitro à tout le monde. C'est ça. C'est pour ça qu'on le fait avec les maladies orphelines génétiques qui sont isolées dans certaines populations quand on a un effet fondateur. Là, c'est plausible de le faire. Si c'est une maladie trop rare, ça ne fonctionne pas. Mais par exemple, ça se fait... Si on a des parents qui ont eu un enfant puis qui a une maladie génétique, puis on sait qu'on connaît le gène, puis c'est une maladie transmissible, ben là, puis ils disent, bon, nous, on aimerait avoir d'autres enfants. Ah ben là, on va le faire. Par exemple, la maladie de Stargardt, qui est une maladie dégénérative de la rétine, les enfants sont aveugles là, à partir de l'âge de 5-10 ans, puis complètement aveugles vers 20 ans. Ben, on connaît le gène, on connaît la mutation. Fait que si le premier enfant est atteint de la Stargardt, nécessairement, les deux parents sont porteurs, des porteurs sains ou des fois affectés, mais en général sains. Donc, on pourrait faire ça, fécondation in vitro, puis éliminer les embryons qui sont porteurs de la mutation. Fait que ça, ça se fait, puis c'est légal, puis c'est... Parce que dans le fond... C'est de prévenir la maladie. On prévient la maladie, puis c'est des maladies qui sont incurables. On n'a toujours pas de traitement pour ces maladies-là, donc... Pourquoi on ne prévient pas? Exactement. Est-ce qu'ils le font chez toutes les femmes qui font de la fécondation in vitro pour des raisons d'infertilité? De sélectionner les embryons? Pas nécessairement. C'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a beaucoup de femmes ou d'hommes qui sont infertiles, mais c'est pas pour des... Ils n'ont pas de maladie génétique connue, ils sont juste infertiles. Il faut que ça soit connu. Donc, faut connaître... Il faut qu'il y ait une mutation génétique dans un gène connu qui cause une maladie, puis... Et donc, on connaît le mode de transmission génétique. Quoi. Là, on a parlé beaucoup de la génétique, tout ça, mais pour aller plus vers la fin, mais j'aimerais ça quand même qu'on parle de vos projets de recherche sur la rétine, parce que vous avez quand même quelque chose de super intéressant de, justement, dans le pétri, de recréer une rétine, puis, dans le fond, de peut-être éventuellement pouvoir implanter chez les gens qui ont une perte de macula pour qu'ils puissent retrouver la vue. Fait que c'est pas rien. Fait que j'aimerais ça justement qu'on en parle un petit peu là, par rapport à ça. Ben oui, c'est un projet de science-fiction qui est devenu semi-réalité. On est proche. Donc, c'est à l'origine de mes travaux quand j'étais étudiant post-doctoral. Donc, après mon doctorat, j'ai fait un autre 4 ans d'études en Allemagne. Vous avez fait votre doctorat en biologie? Biologie moléculaire. Puis ensuite, je suis allé faire un autre en biologie moléculaire, biologie cellulaire à l'Institut Max Planck en Allemagne, qui est très, très réputé, surtout en biologie du développement. Là. Il y a eu plusieurs prix Nobel là, en biologie à cet endroit-là. Et c'est vraiment des spécialistes du développement embryonnaire. Là. C'est les pères fondateurs de l'étude de ça. Donc, ils sont vraiment très, très calés. Je suis allé là pendant 4 ans, puis j'ai fait un post-doctorat. Puis, là-bas, on a essayé de comprendre comment un œil se forme pendant l'embryogenèse avec des souris. Donc, le modèle de souris, c'est très, très utile. Donc, avec des mutants génétiques de souris. Il faut savoir qu'un embryon de souris, ça a un temps de gestation de 19, on va dire 20 jours, faire un chiffron. Donc, c'est 20 jours, c'est très rapide. Et si on étudie le développement embryonnaire, au jour 8, on commence à voir la première structure la plus primitive de la future rétine. Donc là, à l'époque, on a essayé d'isoler tous les gènes qui étaient exprimés à cet endroit-là, à ce moment-là. Donc, ce seraient les gènes précurseurs qui disent à cette région de cellules-là, vous allez devenir une rétine, vous allez devenir un œil. C'est un code. On a parlé d'épigénomique. Ouais. C'est essentiellement une représentation de l'épigénomique. Si on regarde l'expression de ces gènes-là, ils sont juste exprimés dans cette région-là. Ils commencent dès le début de la formation de la structure. Donc, on s'est dit, si on mute ce gène-là chez la souris, effectivement, ce qu'on voit, c'est que ces souris-là, ils ne développent pas d'yeux. Vous avez fait ça, je pense. Oui, ils sont anophthalmiques. Puis, il y avait quand même plusieurs gènes, 7-8 gènes là, qui avaient cette fonction-là. Et on s'est dit, est-ce qu'on peut faire l'inverse?
Donc, c'est un code qui dit à ces cellules-là, devenez un œil, devenez une rétine. Fait que si on exprime ces gènes-là à un endroit, on appelle ça ectopique, donc qui a le potentiel peut-être de devenir un œil, mais normalement, ça ne deviendra pas un œil, ça va devenir le cerveau. C'est très proche, la rétine, le cerveau, ça a la même origine embryonnaire au début. Donc, c'est ce qu'on a fait dans des œufs de grenouille, parce que c'est facilement manipulable. Donc, on a injecté ces gènes-là de souris dans des œufs de grenouille. Et à notre grande surprise, on a eu des yeux qui se sont formés dans le cerveau des grenouilles. Et chez certaines grenouilles, toute la partie antérieure du cerveau, donc tout ce qui forme le cortex cérébral, est devenu une rétine géante. Donc, on avait un œil immense tout le cerveau était transformé en rétine. Donc, ce qu'on a réussi à prouver, c'est qu'on était capable d'instruire toutes ces cellules-là qui, normalement, avaient un autre destin à devenir une rétine géante. Donc, on commence à comprendre le code un peu. OK. Fait que c'est les travaux que j'ai faits là-bas. C'était très cool. J'ai bien aimé ça. Puis, à cette époque-là, donc vers l'an 2000, donc ça n'a pas rapport avec le bug de l'an 2000, il y a des chercheurs américains puis israéliens qui ont pour la première fois isolé des cellules souches embryonnaires humaines. Donc, c'est les cellules les plus primitives qu'on retrouve à l'intérieur de l'embryon à 64 cellules. Si on fait une fécondation in vitro, puis on attend que la petite boule elle a 64 cellules, il y a une cavitation à l'intérieur. Si on isole les cellules de cette cavitation-là, ça forme des colonies. Ces colonies-là sont des cellules pluripotentes. Donc, ça a été démontré par ces chercheurs-là que ça peut générer n'importe quelle sorte de cellules du corps humain. Donc, c'est une très grande découverte. C'est à peu près à ce même moment-là que j'ai ouvert mon laboratoire à Montréal. Et je me suis dit, on peut-tu faire 1 + 1 est égal à 2? Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce code génétique-là qu'on a découvert pour faire une rétine et instruire des cellules souches pluripotentes humaines à devenir une rétine? Et si on est capable de faire ça, bien, on va avoir une rétine humaine ou l'équivalent, puis on va pouvoir transplanter ça chez des patients qui ont des maladies dégénératives de la rétine. C'est vraiment ça l'idée. Bon, ça avait l'air facile comme ça, mais... Ça fait combien d'années de ça? J'ai ouvert mon labo en 2001. Okay. En 2005, j'ai eu plusieurs lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Cellules souches embryonnaires humaines de Harvard, des labos de Harvard qui m'ont envoyé ça. C'était très rare à l'époque. Il n'y avait aucun laboratoire au Québec qui faisait ça. Ça m'a pris des autorisations, tout ça. Et en même temps, là, j'avais cherché finalement comment réussir à faire ça, à instruire les cellules à donner des rétines. J'ai isolé une molécule. Je vais faire une histoire courte, mais c'était compliqué. Mais en tout cas, dans ce temps-là, ça a l'air que je comprenais ce que je faisais. J'ai isolé une molécule qui n'avait jamais été caractérisée dans ce contexte-là. Et effectivement, à ma grande surprise, avec ma technicienne de l'époque qui était très, très bonne, si on prenait des cellules souches embryonnaires humaines et on exposait les cellules à une seule molécule qui était très, très instructive, ce qu'on a découvert, c'est que ça générait un feuillet de photorécepteurs. Presque toutes les cellules devenaient des photorécepteurs. Les photorécepteurs sont les cellules qu'on retrouve dans la rétine puis qui permettent la perception de la lumière. Et ce qui était vraiment aussi intéressant, c'est qu'il y a 2 types de photorécepteurs, les cônes, les bâtonnets. Les bâtonnets, c'est pour la vision nocturne et quand la lumière est très, très faible. Les cônes, c'est la vision centrale, la vision de couleur, la vision à haute résolution. Puis ce sont les cellules qu'on retrouve dans la macula humaine. La macula, bien, c'est la structure qui dégénère chez les patients qui ont la dégénérescence maculaire. Donc, par un mécanisme encore pas trop clair, presque toutes les cellules devenaient des cônes. Donc, on générait des millions et des millions de cônes humains à partir de cellules souches embryonnaires. Et un peu plus tard, j'ai eu un nouvel étudiant, puis il a réalisé que s'il faisait rien, il faisait juste attendre, il y avait un phénomène qu'on appelle d'organogénèse spontanée. Donc, les cellules s'organisaient ensemble et se mettaient à pousser une par-dessus l'autre, plutôt que faire juste une monocouche. Comme la rétine. Parce que la rétine contient plusieurs couches de photorécepteurs. Les cellules se mettaient à pousser une par-dessus l'autre et formaient littéralement un tissu et non plus une monocouche de cellules. Et quand on a analysé ce tissu-là, il était organisé, polarisé, comme la rétine embryonnaire humaine. Donc là, on avait un tissu qui s'était auto-organisé
par un phénomène d'organogenèse spontanée. Mais tout ça, grâce à cette molécule-là, qui était l'inducteur, si on veut. Ben après ça, comment ça se fait? On en a déjà parlé au début. On ne le sait pas encore. Il y a un code qui fait que les cellules s'organisent, forment un organe. Et après plusieurs années, on s'est rendu compte que ça ressemblait beaucoup à l'équivalent d'une macula humaine, mais embryonnaire. Donc, ça a lancé notre programme de transplantation maculaire. Et on a commencé à faire les expériences en 2021, 2022 chez des porcs. Mais des porcs sains ou qui avaient justement une chez mutation? Des porcs qui sains, sur lesquels on a fait une lésion avec un produit chimique. C'était très compliqué. On injectait une micro-goutte d'un produit chimique qui, par un mécanisme particulier, induit la mort à une région de tous les photorécepteurs. Donc, les autres types de cellules dans la rétine, il y a à peu près 7 sortes de cellules dans la rétine, étaient intactes. Mais ça induisait à cet endroit-là une lésion d'à peu près, peut-être 1 cm de diamètre, où il n'y avait plus du tout de photorécepteurs. Donc, on avait tout d'un coup un modèle de cécité chez le porc, mais un peu comme dans la dégénérescence maculaire, il y avait juste une région de la rétine qui était dysfonctionnelle, le reste était fonctionnel. Avec des appareils assez sophistiqués, d'ailleurs, qu'on a obtenu d'une compagnie en Allemagne, c'était les seuls qui avaient ça. On a une double imagerie. On pouvait voir la lésion et on pouvait mesurer l'activité électrique lorsque les cellules étaient exposées à la lumière vive, à la lumière de couleur. On voyait que dans cette lésion-là, il n'y avait plus aucune activité électrique, donc il n'y avait plus du tout de compte. Donc, une fois qu'on a généré ces modèles-là avec un neurochirurgien... Moi, c'est ça. Oui, c'est pour moi qui ai fait ça, mais on avait toute une salle d'opération. C'était une équipe d'à peu près 7-8 personnes. Anesthésie générale, c'est une grosse affaire. Ça a coûté très cher. C'est ça. Et il est allé insérer ces feuillets-là, on appelle ça des feuillets de photorécepteurs, qu'on générait à partir de cellules souches embryonnaires humaines, dans les pores, au site de la lésion. Et là, il refermait tout ça. Et après ça, 1 mois, 2 mois après, là, on a testé les animaux pour voir s'il y avait une restauration de la vision à l'endroit où on avait détruit tous les photorécepteurs du porc. Et chez certains animaux, la chirurgie était très difficile. C'est pas évident d'aller placer on appelle ça, c'est comme une crêpe un peu, tout le monde fait des crêpes. Hein? Une fois qu'on a notre crêpe, là, des fois, on essaie de les fipler. Oui, mais si elle plie, là. Puis souvent, on rate notre coup. Hein, elle tombe par terre ou elle plie en deux, tout ça. Bien, ça arrivait souvent lors de la chirurgie. Le feuillet se repliait sur lui-même ou elle n'est pas au bon endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dans un milieu aqueux. Hein, c'est pas... Ça se promène, tout ça. C'est du liquide. L'œil, c'est vraiment... Donc, c'est toute une affaire. Mais quand ça fonctionnait, quand ça allait au bon endroit, puis c'était pas replié, là, on a vu que ça s'intégrait dans la... Donc, tout d'un coup, il y a des connexions synaptiques qui se faisaient avec le tissu hôte, donc la rétine du porc. Et si on faisait des tests d'électrophysiologie, tout d'un coup, on avait une réponse électrophysiologique à la lumière vive, à la lumière de couleur. Donc, on a une preuve de principe que ça fonctionne. Donc là, on était très, très contents. Puis ensuite, on a sacrifié les animaux, puis on a coupé, on a fait de l'histologie, puis on voyait qu'on avait littéralement une nouvelle couche de photorécepteurs, mais humains, dans la rétine du porc. Donc ça n'avait jamais été fait. C'est humain. Oui, tout ça, c'était humain. Donc là, c'était une grosse avancée. Ça a été publié en passé, en 2024. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'améliorer la technique chirurgicale. Je n'irai pas dans les détails, mais avec toutes sortes de petits trucs, puis des gens spécialisés là, en ingénierie, en micro-ingénierie, pour qu'au lieu d'avoir un taux de succès de 1 sur 10, qu'on ait un taux de succès de 9 sur 10 ou de 10 sur 10 lors de la chirurgie. Donc, à chaque fois, le greffon est au bon endroit puis qu'il ne se replie pas. C'est vraiment notre limitation, c'est ça. C'est pas, ça fonctionne, le tissu qu'on génère, il est fonctionnel, c'est vraiment des photorécepteurs humains. Mais notre problème, il est vraiment... Au niveau technique. Oui, d'aller faire la chirurgie avec ça. Fait qu'on est rendu là. On pense qu'on a trouvé une très bonne solution. Puis si ça fonctionne, avec le même modèle de porc, là, on serait prêt à aller en études cliniques phase 1 là, chez l'humain. Donc, chez des patients qui sont déjà aveugles. Qui sont prêts à essayer. Puis, bien, évidemment, il ne peut pas arriver grand-chose. Ils ne peuvent pas perdre la vision parce qu'ils sont déjà aveugles.
Et puis, d'habitude, on va faire un nombre très, très limité de patients, là, entre 5 à 7 patients. Un œil, dans des conditions très, 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 très rigoureuses. Puis ça serait la première étape là, pour... OK, c'est prometteur quand même. Ça... C'est très prometteur, ouais, c'est super excitant. Ouais. Ça prend beaucoup de sous. C'est ça la limite, hein? Je pense, beaucoup d'études. En tout cas, dans mon cas, je parle pour tous les chercheurs, c'est la limitation numéro 1. Surtout au Canada, les subventions ne sont pas très grosses. Là, plus on approche de la clinique, donc préclinique, là, ça prend de plus en plus d'argent. Fait que, travailler avec des parts, tout ça, c'est des études qui coûtent entre 1 et 2 millions de dollars. Puis souvent, on va avoir dépensé cet argent-là en 2-3 ans. Donc, ça prend des très grosses subventions. C'est très difficile. Des fois, puis là, c'est des conditions, c'est dans des salles de chirurgie complètes, stériles, avec des neurochirurgiens ophtalmiques. Donc, c'est pas moi qui fais ça. Avec toute une équipe technique, un anesthésiste... Des gens qui sont spécialisés aussi pour travailler avec les animaux, parce que travailler avec des porcs, c'est pas des patients. Non, c'est ça. Ils répondent pas aux commandes. Fait que c'est toute une affaire. Ça coûte très, très cher. Mais qu'est-ce qui vous motive à faire tout ça? À la base, c'est parce que, tu sais, c'est purement intellectuel à la base, là. Okay. J'ai toujours aimé ça, faire de la science. Je faisais ça quand j'étais enfant. Je lisais des encyclopédies, j'avais 5-6 ans. OK. Ça me donne une idée. Collection de roches, minéraux, fossiles, papillons, insectes, avec les noms scientifiques. Fait que ça fait longtemps que j'ai cette bébête-là. Fait que je continue à faire ça, mais là, maintenant, je suis payé pour le faire. Mais donc, à la base, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Puis, c'est sûr que quand on parle de biomédical, le but, c'est toujours d'améliorer la santé humaine. Fait que c'est sûr que si je peux contribuer à la base, augmenter les connaissances, parce que des fois, on découvre quelque chose, mais c'est peut-être pas nous qui vont le rendre clinique. Jusqu'à la clinique ou dans une application quelconque. Mais c'est pas grave, c'est notre découverte qui a été l'élément central ou initiateur de ça. Fait que c'est pour ça que la recherche internationale, c'est très important parce que moi aussi, j'utilise plein de découvertes qui ont été faites par d'autres chercheurs, puis là, je les applique à mes recherches. Si ça n'avait pas été fait, si c'était resté secret, je ne pourrais pas avancer dans mes travaux grâce à ça. Donc, c'est collaboratif. Mais en même temps, c'est très compétitif. C'est un peu paradoxal, mais c'est quand même ça, la recherche. Puis, c'est sûr que ça serait extrêmement motivant là, d'être capable d'arriver avec un traitement pour les gens qui sont aveugles ou qui vont devenir aveugles, ou surtout les enfants qui ont des maladies génétiques aussi. Il y a des maladies génétiques qui causent une dégénérescence de la macula de façon spécifique. L'Alzheimer, c'est la même chose. C'est je dirais, la grande maladie de notre société moderne. Donc, si on peut arriver avec un traitement qui simplement retarderait de quelques années l'apparition de la maladie, ça serait très, très significatif. Oui. Ouais. On parle juste de 4-5 ans. Ça changerait complètement toute la démographie de la maladie parce que souvent, les gens meurent rarement de la maladie d'Alzheimer. Ils vont mourir des conséquences indirectes ou d'autres choses parce qu'ils sont très âgés. Si on peut retarder la maladie de 4-5 ans, ils ne vont pas être longtemps avec ça a un impact vraiment très significatif sur cette maladie-là. Ouais. Fait que c'est ça un peu qui fait du sens à toutes vos recherches. Pourquoi vous vous donnez autant à faire tout ça, de le voir cliniquement, qu'est-ce que ça peut aussi... c'est sûr. C'est sûr que c'est une grosse motivation. Ouais. Mais aussi au niveau intellectuel, c'est très... Je suis comme un enquêteur, si on veut. Ouais. Il n'y a pas de crime, mais je suis un enquêteur à temps plein. Donc, ça peut être très motivant intellectuellement. Là. Oui, parce que comme on l'a dit, souvent, on va savoir les conséquences, comme la protéine tout ça, mais de savoir la cause. Cause comment ça, on ne sait pas pourquoi. C'est ça. C'est motivant de voir, OK, il y en a qui se posent la question puis qui se dédient à savoir, on peut-tu revenir comme en avant? Tu sais, c'est quoi qui vient avant? C'est exactement ce que j'essaie de faire, ou même je réussis, je pense, à faire. Puis souvent, ça donne des résultats complètement inattendus parce que même moi, je ne peux pas prédire, je ne l'ai pas inventé. J'ai juste fait des conditions expérimentales qui me permettent de poser la question. Puis on arrive avec des résultats des fois que je ne peux pas expliquer a priori, mais c'est ça c'est extraordinaire. Quand j'ai un résultat que je ne peux pas expliquer, à la base, c'est parce que ça a été bien fait, c'est parce qu'on a fait une découverte.
Ouais, parce que si tu découvres juste des choses qui sont connues, tu n'as rien découvert. Puis après, c'est quoi la perspective quand on ne sait pas? on part de où après? On travaille, on pioche, on fait de la biologie moléculaire. En général, ça répond à bien des questions. J'imagine qu'il faut y penser, il faut y mettre des hypothèses. C'est un peu bizarre, mais souvent, on découvre les choses qu'on avait déjà découvertes dans notre tête. Ça arrive. Mais souvent, presque toutes les découvertes que j'ai faites, je les avais déjà imaginées avant de faire l'expérience. Donc, c'est un peu dirigé, mais... Oui, c'est ça. Puis souvent, je me disais, ça devrait être ça, selon ça, puis on le fait, puis finalement, c'est ça le résultat. confirme. Non, ça le prouve, parce que sinon, ça existe juste dans ma tête. Mais souvent, oui, il faut savoir à l'avance ce qu'on va découvrir pour le découvrir. C'est un peu bizarre, mais... Non, oui, mais ça fait du sens. Si on cherche ces clés partout, on ne va pas les trouver, mais si on se rappelle qu'on a passé par là, ça se peut qu'il soit tombé dans la neige à côté de la voiture. Donc, il y a ça aussi. Il y a tout un processus mental avant de faire quelque chose pour... Il faut qu'il y ait un but pour qu'on trouve quelque chose. Des fois, c'est vrai aussi dans plein de domaines de la science, là, en physique. Ça, les physiciens, avant de faire une expérience, souvent, ils connaissent la réponse à l'avance, mais ça existe juste dans leur tête. Là, il faut qu'ils dépensent 10 milliards de dollars pour faire un super accélérateur. 20 ans après, il y a quelqu'un qui prouve que oui, le boson de Higgs existe. Moi, je l'avais prévu en 1973 sur une feuille de papier. C'est un peu ça aussi. Des fois, OK. Mais c'est vraiment intéressant. Je suis vraiment contente de notre discussion. Je ne sais pas si de ton côté, il y avait autre chose à rajouter ou qu'on fasse un petit wrap-up. On a parlé quand même de beaucoup de choses, là. Oui, on a ratissé large. Je pense que c'est sûr que les chercheurs, on travaille dans l'ombre. Ouais, les médecins aussi, tant que ça. Les médecins qui voient des patients, les spécialistes. Oui, les patients qui sont traités par les médecins spécialistes connaissent leur médecin traitant, mais sinon, ils travaillent dans l'ombre. Puis, c'est vrai aussi pour les infirmières, tout ça. Fait que, mais quand les gens sont malades, tout ça, mais là, ils sont contents parce que ces travailleurs de l'ombre-là, qui sont tous des gens super dédiés, c'est eux qui font que ça fonctionne, qu'il y a des traitements. Il y a des nouveaux traitements pour des maladies qui étaient avant incurables. Puis, dans le domaine de la recherche, autant fondamentale que biomédicale, on est dépendant de subventions ou de dons. Les dons privés aussi, c'est super important. Là, ça a un impact majeur. Fait que j'encourage les gens à donner aux fondations. Ça fait une différence. Ça fait une très grosse différence pour les chercheurs, pour les médecins-chercheurs aussi. Une très, très grosse différence. On pense à Sainte-Justine, là, qui sont très bons pour aller chercher des dons privés. Tant mieux. Mais c'est vrai aussi pour... les autres hôpitaux, là, on a vraiment besoin, on dépend en partie des dons privés ou de compagnies aussi pour nous aider à faire fonctionner les laboratoires et à faire des découvertes parce si on n'a pas de moyens, on peut juste pas le faire. Mais je trouve ça le fun aujourd'hui justement de le démystifier puis de le mettre de l'avant parce que c'est rare qu'après, on fait des dons, mais qu'est-ce qui s'est passé, t'sais? C'est rare qu'on a accès à ça. Fait que je suis contente qu'aujourd'hui, en plus, on a pu en parler, justement, pour que les gens ils voient, non, ça sert à quelque chose, là, ça mène, puis ça avance tranquillement. Oui, je pense que c'est très important, mais au niveau politique aussi, je pense que au Québec, on a un exemple où on investit à peu près rien en recherche fondamentale. Là. Rien. Ça existe pratiquement pas, minimalement. Puis même au niveau fédéral, je veux dire, la proportion du budget fédéral en recherche, c'est vraiment très faible par rapport à... Tu sais, c'est pas juste la recherche biomédicale, c'est la recherche avec un grand R. Là. Puis, tu sais, tous les pays développés, c'est comme ça qu'on devient ou on reste un pays développé, c'est par la recherche. Il n'y a pas d'autre. On ne peut pas mettre un stop à ça. Là. C'est le moteur numéro 1 là, de l'innovation, les brevets, la création d'entreprises. C'est vraiment un moteur important. Fait que c'est vrai aussi même au niveau des priorités des gouvernements. Là. On dirait que on n'entend jamais parler d'un premier ministre qui dit on va augmenter, on va doubler le budget de la recherche cette année. On n'a jamais entendu ça au Canada. Non. Ça serait le fun de l'entendre un moment donné. Y en a-tu dans d'autres pays? Vous dites au Canada. Il y a des pays qui sont beaucoup plus agressifs à ce niveau-là. La Corée du Sud, même juste les États-Unis.
le pourcentage de brevets. Au Canada, on est le plus faible de tous les 20 pays de l'OCDE. On a le plus faible taux de brevets par habitant des 20 pays les plus développés. Parce qu'on a juste, on axe sur... Parce qu'il n'y a pas assez d'argent, parce que ça coûte cher aussi, les brevets. Les brevets, ça passe souvent par les universités, les centres de valorisation, mais eux autres aussi sont complètement sous-financés. Ça fait qu'on a des super bons chercheurs qui font des super découvertes. Puis ces découvertes-là, sont exploitées, soit qu'ils ne sont pas exploités ici ou sont exploités par d'autres entités en dehors du Canada parce qu'ils ne sont pas brevetés, parce qu'on n'a pas l'argent pour les protéger. Ça coûte extrêmement cher breveter. C'est un long processus, ça coûte très cher. Fait que c'est un défi de plus d'être un chercheur surtout au Québec. Si on veut arriver avec des innovations puis les breveter, tout ça, au Canada, c'est très difficile. Très difficile. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour le faire. On est les derniers classes à ce niveau-là. Malheureusement. Pas parce qu'il n'y a pas de chercheurs et des bons chercheurs. Non, c'est ça, exactement. C'est qu'il manque de financement. OK. Puis est-ce qu'on perd un peu nos chercheurs qui vont... Là, c'est moins vrai. Là. Ça a l'air que les chercheurs américains fuient les États-Unis. OK. Là, Mais, tu sais, bon, on est content de les accueillir au Canada, mais on a-tu assez d'argent pour donner de l'argent à tous les chercheurs pour qu'ils puissent faire leurs recherches? Il y a ça aussi, on a une capacité d'accueil limitée. Même, je pense qu'on a trop de chercheurs par rapport à la grosseur de la tarte en ce moment. Là. C'est ça. Fait que... C'est ça. OK. Merci beaucoup de votre temps. C'est vraiment apprécié. Ça fait plaisir. Puis on se revoit une prochaine fois. Fantastique. OK. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Pour moi, c'était vraiment enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses, que ce soit sur le vieillissement neuronal, les cellules souches, les cellules pluripotentes. On est vraiment été dans les détails, puis je suis contente parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Je serais aussi ravie de vous recevoir dans les commentaires pour savoir ce que vous avez appris. N'hésitez pas à aimer la vidéo puis vous abonner à ma chaîne. Il y a beaucoup d'autres épisodes qui s'en viennent.